Sur Europe 1, Charlotte Dornelas, on va changer de sujet, il est 20h33 sur Europe 1, on va revenir sur la mort épouvantable de Philippine. Il y a des rassemblements qui sont encore prévus demain. Après cette mort épouvantable, et la question se pose maintenant, des voix s'élèvent pour parler des OQTF, de la question notamment de l'emprisonnement. Il y a ce sondage évidemment CSA pour Europe 1, CNews et le JDD qui souligne ce chiffre. Il y a quasiment 8 Français sur 10 qui sont favorables à l'emprisonnement des individus sous OQTF. Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que dans le cadre de Philippines, son meurtrier présumé était sous OQTF, il a été retenu et puis il a été relâché le temps qu'il soit renvoyé chez lui. Je dis les choses très simplement. Charlotte Dornelas, donc les Français veulent que ça change. Oui, alors ce qui est intéressant en plus dans l'étude le sondage que vous citez, c'est que c'est partagé de manière quasiment identique dans tous les partis politiques. Donc peut-être que certains responsables de partis politiques feraient bien de lire un peu dans le détail ce qu'attendent leurs propres électeurs, et je pense notamment à la gauche de la gauche qui pense que toute question politique sur un drame pareil relève de l'indécente récupération, alors qu'évidemment des citoyens français touchés par un drame aussi abominable ont raison de s'adresser à leurs responsables politiques pour demander par quels moyens il est possible que ça n'arrive plus. Je vois pas ce qu'il y a d'indécent. Je vois même une participation extrêmement légitime des citoyens aux changements nécessaires dans le pays. Je crois pas, sincèrement, je veux pas faire de procès d'intention, et je ne crois pas, sincèrement, qu'un seul responsable politique serait capable d'assumer que ça arrive de temps en temps et c'est comme ça. Non, évidemment que tous veulent faire changer les choses, alors qu'ils nous expliquent tous par quels moyens ils voudraient faire changer les choses. Maintenant, sur la question précise de savoir est-ce qu'il faut enfermer ou non, emprisonner ou non les personnes sous OQTF, la question, alors évidemment, c'est un peu technique entre guillemets, mais évidemment l'emprisonnement n'est pas possible sur une mesure administrative. C'est pour ça qu'on parle de rétention et non pas de détention. Et je pense que derrière cette question, il y a la volonté d'étendre le temps possible de rétention en vue d'obtenir l'accord des pays d'origine pour qu'ils retournent chez eux. On sait que dans l'affaire du meurtrier présumé de Philippines, comme dans beaucoup d'autres affaires, ils finissent par être libérés, notamment parce que les pays d'origine refusent ou rechignent à récupérer leurs ressortissants, surtout quand ils sont criminels. Donc il y a un travail du Quai d'Orsay pour forcer la main de ces pays d'origine, et deux, évidemment, la possibilité d'étendre cette rétention pour se donner toutes les chances de pouvoir éloigner hors du territoire français des personnes qui menacent évidemment l'intégrité physique et parfois tout simplement la vie de citoyens français innocents. Cette question est évidemment légitime. Là, on avait un homme qui était déjà condamné pour viol. Je pense que ça suffit, en fait, à dire à une personne qui, par ailleurs, est en situation irrégulière que son séjour en France est terminé. Oui. Xavier Driancourt, vous êtes diplomate et haut fonctionnaire français. Vous avez été ambassadeur de France en Algérie à 2 reprises. Merci d'être avec nous en direct. Vous avez publié un livre consacré à l'ambassade algérienne en 2022, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. On voulait avoir votre expertise, on voulait avoir votre sentiment aussi, Xavier Driancourt, à propos de ces OQTF que nous avons en France. Parfois, nous avons beaucoup de mal à, même quand ils sont sous OQTF, à trouver un accord avec leur pays d'origine pour les y renvoyer. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi ? Oui, il y a à peu près 7% seulement des OQTF, des 135 000 OQTF annuels qui sont exécutés, c'est-à-dire qui permettent de raccompagner les étrangers en situation irrégulière dans leur pays. 7% seulement. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a toutes les procédures internes françaises que Charlotte Dornelas vient de décrire, mais il y a aussi les procédures extérieures, internationales. C'est-à-dire que pour renvoyer un étranger dans son pays, en Algérie, au Maroc ou au Sénégal, il faut l'accord du pays. En d'autres termes, l'étranger qui est en situation irrégulière en France, il n'a pas de papier par définition, il est en situation irrégulière. Et donc il faut que le consulat de son pays, Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie, etc., reconnaisse que Monsieur X, Monsieur Y est marocain, algérien, tunisien. Mais pardon, excusez-moi, mais ça paraît dingue, Xavier Driancourt. Vous comprenez pour les auditeurs d'Europe 1 qui écoutent, c'est-à-dire qu'ils arrivent en France, ils arrivent bien avec un passeport, ils arrivent
arrivent bien avec une pièce d'identité. Ils détruisent leurs papiers. En général, ils détruisent leurs papiers. Ils détruisent leurs papiers. C'est une technique bien connue parce que ça leur permet justement d'être en situation irrégulière et de faire en sorte que l'administration française ne connaisse pas leur pays d'origine. Et Xavier Driancourt, évidemment, leur pays d'origine, on se dit les choses, n'a pas très envie de les voir rentrer. Et en plus, leur pays d'origine n'a pas forcément envie de les voir rentrer parce que c'est une jeunesse turbulente qui sera au chômage, qui va faire de l'agitation, etc. Donc les pays d'origine préfèrent les voir en France, évidemment. Mais de quels moyens d'action alors la France dispose-t-elle pour faire bouger les choses, selon vous, Xavier Driancourt? Le moyen d'action le plus radical, c'est effectivement les visas. C'est-à-dire pas d'OQTF, pas de laissez-passer consulaire, pas de visa. Ce serait la mesure la plus draconienne qui soit. Mais on ne l'a jamais fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé qu'on réduirait les visas, mais on n'a pas réduit le nombre de visas. Il faut les réduire et ne pas l'annoncer. Mais Gérald Darmanin avait essayé de le faire, effectivement, mais l'ancien ministre de l'Intérieur, il n'y est jamais arrivé. C'est une mesure très compliquée. Non, c'est pas compliqué. Il a annoncé qu'il allait diminuer de 50% et il ne l'a pas fait. Moi, quand j'étais ambassadeur à Alger, j'ai réduit de 50% le nombre de visas délivrés. On est passé de 413 000 à 280 000 en une année, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas annoncé. Donc oui, voilà, vous dites, il faut agir. Il faut le faire sans le dire. Ah oui, parce qu'à partir du moment, non mais je comprends, mais Charlotte Dornelas, vous souriez, vous avez raison. Xavier Driancourt a raison. Si jamais il y a une annonce qui est faite en ce sens, ça va déclencher la levée des boucliers de la gauche. Oui, non, de toute façon, tout ne se gère en effet que comme ça. Et on avait même Elisabeth Borne, je me souviens à l'époque, qui avait fait un déplacement sur place en expliquant qu'elle allait augmenter le nombre de visas pour les étudiants pour essayer de calmer le jeu. Mais simplement avec la question de l'Algérie, je souriais aussi parce que ce soit la question des visas ou autre chose, de toute façon, tout parole française ou même tout silence français génère une levée de bouclier des autorités algériennes qui se servent très largement en politique intérieure de leur détestation réelle ou supposée de la France. Donc profitons-en pour au minimum renvoyer, parce que là en plus on parle de personnes qui sont non seulement en situation irrégulière mais placées en centre de rétention administrative. Or, depuis quelques années, et notamment sur la volonté de Gérald Darmanin, ce sont essentiellement des gens en sortie de prison, et donc des gens condamnés pénalement à des peines de prison plus ou moins longues. Donc on a vraiment des profils qui ont prouvé leur potentielle nuisance dans la société française, qui par ailleurs ne les avait non seulement jamais invités, mais jamais désirés. Donc je pense que là, en l'occurrence, en effet, le politique doit se poser la question de durcir par tous les moyens possibles sa politique, de manière à réussir à honorer des décisions judiciaires ou administratives qui sont déjà prises. En l'occurrence, quand l'OQTF est prononcée, elle est prononcée dans le cadre actuel du droit. Peut-être faudrait-il se poser la question de savoir comment les rendre effectives. Xavier Driancourt, une question encore, c'est vrai que c'est compliqué. Comment réagissez-vous à ce sondage Europe 1, CNews, le JDD? Il y a 8 Français sur 10 qui souhaiteraient, qui voudraient l'emprisonnement des individus sous OQTF avant qu'ils ne soient renvoyés chez eux. D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est applicable? Il faut avoir des centres de rétention administrative, les fameux CRA. Il n'y en a pas assez, évidemment. Ouais. Donc on fait tourner les gens, on les libère obligatoirement au bout d'un certain temps parce qu'on n'a pas suffisamment de place. Et puis vous avez dans ces CRA beaucoup d'associations, d'avocats, etc. qui viennent veiller au respect des droits de l'homme. Et puis vous avez toutes les procédures de recours administratifs et judiciaires avec, il faut le reconnaître, du côté français, un jardin à la française en termes juridiques. C'est-à-dire que nous sommes quand même les rois de la complexité et de la complexification juridique et administrative. Nous avons 2 juges qui interviennent, le juge administratif, le juge des libertés. Donc il faudrait fusionner tout cela. C'est trop long, il faut simplifier, c'est ça, simplifier, fusionner. Tout cela. Oui, Xavier Driancourt, mais on n'y est pas. Enfin, tout ça prend du temps. On n'y est pas. Ouais, on n'y est pas. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, Xavier Driancourt. C'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement compliquée. On a l'impression, comment faire, Charlotte Dornelas, effectivement, Xavier Driancourt nous donner des solutions, mais tout ça semble long à mettre en place. C'est long à mettre en place, mais je pense qu'il y a dans les études et dans les résultats de ces sondages, on va dire d'études en études, une volonté une demande, on va dire, aux politiques de restaurer tout simplement l'idée même de justice. À savoir, à partir du moment où quelqu'un, une personne étrangère en situation irrégulière à qui
les autorités, qu'elles soient judiciaires ou administratives, ont demandé de quitter le territoire, comment est-ce qu'il est possible d'appliquer cette décision une fois qu'elle est prise? Or, aujourd'hui, en effet, et c'est ce qu'évoquait Xavier Driancourt, tout est fait sur des termes juridiques absolument inaccessibles au commun des mortels. Tout est fait pour complexifier la procédure de telle manière que des décisions qui sont par ailleurs prises sont rendues absolument impossibles à appliquer. Donc évidemment qu'il y a une demande, on va dire, de simplification, en tout cas d'efficacité. Je peux vous assurer que j'ai passé des heures et des heures en audience en centre de rétention administrative. C'est inimaginable. Mais vous avez des avocats qui interviennent pour demander de casser telle procédure parce que l'heure d'alimentation à la minute près n'était pas exactement celle qui est consacrée par le droit de je ne sais quel truc. Enfin, c'est complètement hallucinant. Donc évidemment, quand Xavier Driancourt dit il y a des associations qui sont là pour protéger les droits de l'homme, qu'on s'entende bien. Les droits de l'homme, les droits basiques de l'homme, du respect d'être nourri, logé et traité correctement, tout le monde s'entendra là-dessus. Mais là, les droits de l'homme, ça c'est, comment dire, on se noie dans des droits absolument inessentiel. Bon, Charlotte Dornelas, surtout ne bougez pas, il est 20h44, vous ne bougez pas, on a d'autres sujets à aborder, notamment c'est, non mais j'ai vu, de mes yeux mais des gamins arracher les affiches de Philippines. Non mais je vous jure que je les ai vus, on va en parler dans un instant, 20h44 sur Europe 1. Bah justement, Brandon Warret, merci beaucoup, à tout à l'heure. Moi je voudrais entendre Charlotte Dornelas ou expliquer, parce que moi je n'arrive pas à comprendre, et les auditeurs d'Europe 1 doivent aussi se poser des questions. Pardon, quand on entend que la minute de silence à la mémoire de Philippine, qui est mort dans des conditions absolument épouvantables, est sifflée. Ce matin, je vous promets que c'est vrai, je suis devant l'université de Paris Porte Dauphine. Je l'ai vu, des jeunes, 5 petits jeunes qui étaient en train d'arracher les affiches à la mémoire de Philippine. Et puis alors des petits jeunes qui avaient l'air bien sous tout rapport. Pardon, mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que les auditeurs d'Europe 1 se posent la question. Charlotte Dornelas, est-ce que vous avez une explication ou un semblant d'explication? Pourquoi on salit-on la mémoire de cette jeune fille? Bah, vous savez, parfois... Parce que moi j'appelle ça, c'est-à-dire cette mémoire, la mémoire de cette jeune fille, on est d'accord. Vous avez raison. En fait, parfois la colère se mêle à une tristesse vraiment profonde, quoi. Comment le parcours de celui qui est suspecté d'avoir tué Philippine aujourd'hui pose énormément de questions. Que des jeunes soient capables d'arracher des affiches ou de perturber une minute de silence. But, Charlotte Dornelas, je pense que, en fait, l'explication, je sais où elle se trouve, c'est que Philippine n'avait pas le bon agresseur. Pour certains. Il aurait fallu que cet agresseur ne pose aucune question sur le terrain politique. Il aurait fallu que cet agresseur ne puisse pas être relié de près ou de loin à la question de l'immigration. Il ne fallait pas que cet agresseur soit sous OQTF. Auquel cas, on aurait pu parler de culture du viol, parce que je note par ailleurs qu'il y a d'autres cas, d'autres procès, d'autres histoires absolument abominables également, dans lesquelles les questions, les comptes demandés aux politiques ne sont jamais accusés de récupération, ne provoque aucune perturbation d'aucune sorte que ce soit. Les affiches ne sont pas arrachées, les minutes de silence ne sont pas perturbées. Même, et là j'y vois une marque de décivilisation absolue. C'est un mot qu'on a utilisé souvent, plus ou moins légitimement. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire que même au cœur de la guerre, l'ennemi, une fois mort, avait le droit au respect. J'aimerais savoir de qui exactement Philippine peut être l'ennemi aujourd'hui. C'est une petite Française qui était engagée au service des autres, qui n'a jamais fait parler d'elle autrement que par la réussite de ses études, qui était au sein d'une famille qu'on a aperçue hier dans une souffrance immense avec une dignité absolument hallucinante, qui au cœur d'un drame abominable a donné un message d'espérance qui peut tous nous toucher. Et certains encore se disent, tiens, c'est le moment d'aller siffler, arracher les affiches. J'ai vraiment de la peine, d'abord pour cette partie de la jeunesse qui appartient à mon pays, et pour mon pays tout court, en fait, que l'unité ne soit pas possible en mémoire de cette jeune fille qui est une victime d'une impéritie à la fois judiciaire, administrative, politique, une impéritie de la justice de manière générale. Ça me fait vraiment de la peine, vraiment. Mais non, mais je comprends, Charlotte Dornelas, moi je suis dans le même état que vous. Je me souviens de Sandrine Rousseau qui est montée au créneau aussi pour dire oui, non mais OQTF ça n'a rien à voir avec le viol. Vous savez, parce que ça l'arrangeait pas, effectivement. Oui, c'est un féminicide, ça n'a rien à voir. Bon, pardon, mais le fait de dire les faits, semble-t-il, ça dérangeait une partie de la gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous reconnaissons tous le drame, à partir de là, il peut y avoir des analyses, c'est-à-dire des propositions politiques pour que ça n'arrive plus, qui soient différentes. En l'occurrence, je ne lis pas les choses de la même manière que Sandrine Rousseau.
dont acte. Elle a le droit de ne pas lire les choses de la même manière. Maintenant, profiter d'une lecture différente pour accuser l'autre d'être insensible, insincère dans sa douleur, c'est abominable. Je pense que tous, aujourd'hui, nous pouvons au moins nous entendre sur une chose, c'est que Philippine n'aurait pas dû mourir comme ça, n'aurait jamais dû vivre ce calvaire, et que derrière, il y a un débat politique pour savoir ce que nous devons faire. Puissions-nous être des adultes et avoir ce débat en bonne intelligence, au moins d'avoir la décence, d'avoir un débat à la hauteur, on va dire, de l'exemple même que nous ont donné sa famille, son jeune fiancé, ses frères et sœurs, ses amis, qui ont été d'une dignité absolument hallucinante. Puissions-nous regarder ce modèle-là et se dire, en la mémoire de cette jeune fille, ayons au moins un débat à la hauteur du calvaire qu'elle a vécu pour que plus personne ne le vive aujourd'hui en France, quitte à ne pas être d'accord sur les solutions à mettre en place, et ensuite les électeurs jugeront. Je partage votre sentiment, Charlotte Dornelas. Je voudrais qu'on écoute les mots d'Alice Cordy, qui est à la tête d'un collectif qui va organiser, vous savez, il y a des rassemblements demain en hommage à Philippine. Eh bien, elle craint que ces rassemblements soient infiltrés par des personnes d'extrême gauche qui viennent semer la zizanie. Écoutez. On a reçu des messages comme quoi il y a des militants ou des faux journalistes qui souhaiteraient s'infiltrer pour faire une action à notre manifestation. S'ils m'écoutent, je voudrais qu'ils réfléchissent un tout petit peu à leur acte. On est là pour rendre hommage à des victimes. Comme je vous dis, il n'y a pas de parti politique au sein des intervenantes. Si des gens pensent que c'est le moment de venir à un hommage à une petite jeune femme qui a été tuée et asphyxiée dans les conditions qu'on connaît, je pense qu'il y a une indécence énorme. C'est honteux, et puis c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il y a la bonne et la mauvaise victime. On a déjà cette sensation. Il y a des hommages en fait qui n'ont pas eu lieu d'être visiblement pour des gens de gauche. Je pense que là il y a une indécence totale et un manque de respect énorme. Je n'ose imaginer pour les familles la peine en plus de voir des citoyens qui se mobilisent pour justement rendre hommage à leur fille et de voir qu'ils ne peuvent pas le faire. Voilà, pour les mots d'Alice Cordy, il y a des rassemblements donc en hommage à Philippine. Demain, vous vous rendez compte si c'est infiltré par des... Je comprends pas les groupes politiques, ce qu'ils viennent faire de là. C'est de l'indécence, Charlotte Dornelas. C'est-à-dire que, oui, accuser des personnes qui veulent rendre hommage de récupération pour récupérer soi-même l'accusation de récupération au point d'empêcher l'hommage à une victime innocente, c'est ignoble en réalité. Oui, c'est ignoble, je comprends pas. C'est ignoble, c'est pas le moment, ça n'est jamais le moment d'ailleurs. Et enfin, au moment d'un hommage ou d'une minute de silence, c'est vraiment pas le moment d'aller avoir une revendication. Par ailleurs, une revendication sur l'interdiction de la discussion sur le profil et la situation administrative d'un agresseur. Là, en l'occurrence, il s'agit juste de rendre hommage à Philippine, quitte à mentionner en effet la situation de son agresseur. Pourquoi ? J'aimerais juste que les choses soient claires. Il ne s'agit pas de dire c'est grave parce que cet homme était sous OQTF. C'est grave tout court. Et il aurait pu être français depuis 14 générations, ou en situation régulière, ou je ne sais quoi encore. Ça aurait été grave et abominable de la même manière. Simplement, que pose cette donnée en plus de la situation administrative de cet homme? Ça pose la question de savoir, 1, il était condamné à 7 ans de prison, il a été libéré avant la fin de sa peine, placé en CRA en vue de son expulsion. Donc 1, sa peine n'était pas faite en entier. 2, il est sorti de ce CRA avant l'expulsion, il était donc dans la nature. La question que cela pose, c'est est-ce que oui ou non, si le pouvoir politique et administratif avait respecté leurs propres décisions, cet homme se serait trouvé là le vendredi 20 septembre. La réponse est non. On a quand même le droit de poser à la question aux autorités politiques de la manière et le sérieux avec lequel elles prennent leurs propres décisions. C'est le rôle même du citoyen par rapport à celui qui est élu pour le représenter. Donc cette question est éminemment légitime. Certains aimeraient en poser d'autres. Et je note par ailleurs à l'adresse de tous ceux qui nous disent l'OQTF n'a rien à voir avec tout ça, c'est une affaire de viol, que cet homme était déjà condamné pour viol. Il était condamné pour viol, il était condamné au judiciaire à passer en cour d'assises, à passer 7 ans en prison, il en a passé 5, il n'a été libéré que pour être expulsé, expulsion qui n'a pas eu lieu. Alors quoi en fait ? Même sur la seule question du viol, cette punition n'était pas légitime ? Où veulent-ils en venir en réalité ? Donc je ne sais pas, Charlotte Dornelas, je n'ai pas trouvé de réponse. Voilà, justement, donc toutes ces questions mériteraient quand même d'être prises avec un peu plus de décence et par ailleurs de maturité, j'ai envie de dire, que ces comportements qui sont vraiment pas à la hauteur, on va dire, du drame qu'a vécu. Vous imaginez pour la famille Philippine. Non, mais j'espère de tout mon cœur, vu tout ce que j'entends, j'espère de tout mon cœur que la famille s'est réunie avec des amis et par ailleurs que la famille sait aussi
que les petites minorités extrêmement bruyantes et qui nous pourrissent la vie sur tout un tas de sujets sont en effet extrêmement minoritaires et que la plupart des gens dans ce pays sont loin de ces actions ignobles et sont juste dans une communion de douleur et peut-être d'espérance pour une partie d'entre eux avec la famille de Philippine. Et on espère que demain, j'imagine qu'il va y avoir du monde pour ces rassemblements, cet hommage, ces minutes de recueillement. On espère que demain, ça va se passer. Je ne sais pas si ça va être sécurisé. Peut-être que les forces de l'ordre vont être alertées de la situation. J'imagine. Avec ce risque Non mais vous vous rendez compte, donc un hommage va se transformer en un rassemblement dans la peur, de voir des militants intervenir. Tout se mélange en France. On a un peu le sentiment que tout se mélange et tout est mis au même niveau. Plus rien n'a d'importance en fait. Des civilisations, en effet. Oui, c'est ça. Devant la mort, on s'incline en réalité. Mais oui, on fait mais pas tout le autre monde. chose, quoi. Mais tout le monde s'incline devant la mort, devant la souffrance d'une famille. Donc là, il y a un grave problème d'éducation et là, c'est même plus une question de valeurs qui peuvent être discutées. C'est une question de principe élémentaire de quelqu'un qui est un minimum civilisé. Quand on dit décivilisation, c'est une question de sommes-nous capables de reconnaître ensemble ce qui est objectivement bien ou mal. Perturber une minute de silence en la mémoire d'une jeune fille absolument innocente qui a vécu un calvaire, c'est objectivement quelque chose de bien. Si on est incapable de le reconnaître, c'est qu'en effet, il y a un déficit d'empathie et de civilité qui est quand même vraiment, vraiment triste. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Évidemment sur Europe 1, nous suivrons les rassemblements à la mémoire de Philippine demain. Je voulais vous donner ces dernières informations. Le Premier ministre israélien qui s'est exprimé il y a quelques instants à la télévision, il dit « Nous avons réglé nos comptes ». Voilà, réaction de Benjamin Netanyahou qui a tenu un discours guerrier. Israël va-t-il entrer sur le sol libanais ? Il ne l'exclut pas, alors que l'Iran a annoncé qu'il envoyait des militaires au Liban. Voilà la situation ce soir et la France qui appelle à la cessation des hostilités au Liban et pas d'intervention terrestre. Voilà ce que dit la France. Il est 20h58.